cours, un des diagrammes qui fait partie des aspects de modélisation dynamique, et qui est le diagramme de séquence. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran en entier. Alors, partager. Bon, je vais régler un petit truc avant de commencer. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? Comment? Vous arrivez à voir mon écran? Répondez, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, que quelqu'un répond, comme ça, je suis sûre que vous êtes, je suis sur la bonne voie, que vous êtes en train d'avoir la visualisation que j'espère pour vous. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le cours numéro 10, diagramme de séquence. Donc, on avait dit tout à fait au départ, lorsqu'on a parlé des différents diagrammes qu'on va voir, diagrammes UML qu'on va voir cette année, que les diagrammes UML permettaient de modéliser trois axes, trois aspects différents de notre système logiciel. Aspect fonctionnel, aspect statique et aspect dynamique. Parmi les diagrammes qui modélisent l'aspect fonctionnel, nous avons déjà vu le diagramme de cas d'utilisation. Les diagrammes qui modélisent l'aspect statique, on a vu le diagramme de classe. Et parmi les diagrammes qui modélisent l'aspect dynamique du système, c'est-à-dire ils modélisent côté traitement, méthode, nous avons déjà vu le diagramme d'activité et aujourd'hui, on va voir le diagramme de séquence. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire passer en diaporama le cours. Donc, c'est le cours numéro 10, diagramme de séquence. Donc, voici le plan du cours. Donc, nous allons voir le but du diagramme de séquence et les concepts principaux qu'il utilise, en l'occurrence la notion de participant ou bien d'acteur. Dans les autres diagrammes, on les appelle des acteurs. Donc, au niveau du diagramme de séquence, on les appelle plutôt des participants dans les traitements. Les messages, les types de messages qu'on peut modéliser à travers un diagramme de séquence et les fragments combinés. Donc, les messages, parce que le diagramme de séquence, c'était un va-et-vient d'envoi de messages et de réception de messages. Les fragments combinés, ils font office de traitement, si vous voulez. Ce sont les instructions de base que je peux utiliser dans un diagramme de séquence. Par exemple, si vous prenez n'importe quel langage de programmation, par exemple, supposons Java ou bien C, etc., vous pouvez trouver des instructions que vous pouvez utiliser pour écrire vos propres programmes. Parmi les instructions, vous avez le if, else, vous avez le while, vous avez le for, etc. Case, switch, etc. Ce sont les instructions que vous pouvez utiliser lorsque vous, vous voulez écrire votre programme dans un de ces langages. Donc, dans les diagrammes de séquence, il existe des instructions. Ces instructions-là nous permettent de modéliser notre diagramme de séquence. Ces instructions, les diagrammes de séquence, à quoi ils répondent, vont interagir entre eux avec les acteurs. Donc, nous avons des acteurs et nous avons ces acteurs, ils vont exécuter ou bien ils vont déclencher des traitements. Donc, quelle est l'interaction entre l'acteur et ses traitements et quelle est l'interaction entre les différents traitements entre eux? Donc, ça veut dire ici, le diagramme de séquence permet de répondre
répondre à la même question que le diagramme d'activité. La notion de message, d'interaction plutôt, d'accord? Et d'envoi de message. Donc, ce diagramme, il montre dans le temps, un objet va communiquer avec un autre, il y aura un envoi de message, une réception de message, etc. Donc, c'est surtout cette notion de temps qui est mise en relief dans ce diagramme. Nous avons vu dans le diagramme d'activité, en général, il montre les interactions entre les objets et les autres. Elle est présente à un moment donné, ou si je veux, par exemple, modéliser une attente temporelle à travers un symbole que j'utilise dans le diagramme d'activité. Mais ici, dans le diagramme de séquence, toutes les étapes de ce diagramme vont ressortir la notion temporelle, la notion du point de vue temps. Donc, en plus, il décrit des scénarios types, donc des traitements types ou bien des exceptions. Et des exceptions. En cas d'exception, par exemple, qu'est-ce qu'il y a lieu d'exécuter ou de faire comme traitement? Donc, ce diagramme, on peut lui trouver deux utilisations principales. La toute première, c'est la documentation d'un use case, d'un cas d'utilisation, point de vue fonctionnel. Nous avons vu dans la description du diagramme de cas d'utilisation, et puis là, dans ce diagramme-là, il faut prendre chaque cas d'utilisation et le documenter. Et je vous ai montré un petit peu un canevas plus ou moins normalisé du ML qui permet de documenter un cas d'utilisation. Parmi les choses qu'il faut prévoir dans cet acteur principal secondaire, les sorties, donc les post-conditions si vous voulez, et au milieu, vous avez la description du cas d'utilisation, description du scénario, c'est-à-dire comment il va se dérouler ce cas d'utilisation en termes de traitement. Nous avons dit dans ce contexte, pour la description du scénario d'un cas d'utilisation, qu'il était possible de le décrire en utilisant l'une des trois méthodes, ou bien une description narrative, ça veut dire je décris le traitement qui va se faire dans ce cas d'utilisation à travers des phrases en langage naturel libre, c'est ce qu'on appelle une description textuelle narrative, ou bien je peux le décrire à travers un diagramme d'activité. Donc, j'utilise cette méthode surtout si le cas d'utilisation présente un aspect algorithmique. Donc, il est possible de le documenter à travers un diagramme d'activité. Et la troisième méthode, c'est le décrire à travers un diagramme de séquence. Donc, ligne d'utilisation principale de ce diagramme de séquence, c'est il permet de documenter le scénario d'un cas d'utilisation du point de vue dynamique, fonctionnel plutôt. Donc, il permet de représenter de façon précise les interactions du point de vue dynamique, parce que tant qu'il y a une interaction, il y a un va-et-vient entre les acteurs et les traitements, donc il y a le côté dynamique qui est mis en relief. Et dans cette représentation dynamique, il est question d'identifier les messages, qui envoie quoi, qui va recevoir, etc. Les traitements qui sont issus à l'arrivée des messages réceptionnés, si vous voulez. Donc, ici, les concepts principaux dans ce diagramme de séquence, vous avez les participants, donc le plus souvent des objets, ça peut être des acteurs comme ça peut être des objets. Voilà, dans ces participants, il est question de décrire une ligne de vie. Donc, une ligne de vie représente un objet ou bien un acteur et des zones d'activation. Dans ces zones-là, on va activer un certain nombre de traitements. Il y a aussi, parmi les concepts qu'on utilise, les messages. Donc, le va-et-vient de messages, envoi, réception de messages. Et les fragments combinés, je vous ai dit, c'est comme les instructions de base d'un langage de programmation. Donc, par exemple, ici, dans les fragments combinés qu'on peut utiliser dans le diagramme de séquence, vous avez le alt, donc c'est un fragment qu'on appelle fragment combiné alt, et c'est pour modéliser une conditionnelle. Donc, c'est le if. Le loop pour modéliser la boucle. Référence, c'est pour faire référence à un autre diagramme de séquence. C'est comme si je vais faire un appel de procédure. Donc, ici, au lieu que ce soit un appel de procédure,
ou bien appel de fonction, ça sera un appel d'un autre diagramme. Donc, ça me permet de structurer mes diagrammes de séquence sous forme de petites parties et j'aurai un diagramme de séquence principal qui va appeler au besoin les autres parties des diagrammes de séquence qui le complètent. Donc, voici la représentation graphique d'un diagramme de séquence pour représenter le fameux carré, si vous voulez, ou bien rectangle. Donc, il faut donner le nom à ce diagramme. Et vous avez ici des lignes de vie. Donc, la première ligne de vie, c'est 1. La deuxième ligne de vie, c'est 5. Et au milieu du traitement, il a été question de créer une nouvelle ligne de vie, c'est 4, qui vient un objet, un nouvel objet. Ce nouvel objet, c'est C4, et c'est celui-là qui va déclencher une autre ligne de vie qui est là. Donc, vous avez ici, donc on va appeler une opération par l'envoi d'un message. Donc, c'est l'appel de l'opération bien de la méthode. Ensuite, il faut le traitement qui va se faire à ce niveau. Donc, ça, c'est la durée du traitement. Donc, la durée du traitement, une fois terminée, on aura le résultat de l'exécution de cette méthode. Par exemple, ici, la ligne de vie de C1, regardez, elle commence à partir de là jusque là. Ça veut dire la ligne de vie, c'est la ligne de vie principale. Donc, en termes de programmation, ça peut être notre main. Donc, le C1, ça peut être le main, parce que quand il va commencer ici, il va appeler tous les autres classes, ou bien tous les autres objets, et il se terminera quand tout le monde aura terminé son traitement. D'accord? Donc, ici, regardez un fragment combiné. Il modélise le alt, ça veut dire l'alternative. Donc, c'est le if avec le else. Donc, les deux parties sont séparées par une ligne en pointillé. Donc, la partie supérieure, c'est le if, et la partie inférieure, c'est le else. D'ailleurs, on le modélise à travers ce mot else, entre crochets. Donc, if, donc la condition, on la met à côté. Voici if x supérieur ou égal à 0, on exécute, d'accord? Si la condition est vérifiée, on exécute au pass. Et si la condition n'est pas satisfaite, on exécute le. Regardez, on va créer un nouvel objet. Donc, c'est le new, un nouvel objet, c'est 4. Et ce nouvel objet, donc, il est déclenché en une nouvelle ligne de vie que vous voyez ici. Madame, j'ai pas bien compris qu'est-ce que représente une ligne de vie. Donc, ici, vous avez un autre fragment. C'est un objet ou bien un acteur qui rentre dans le diagramme de séquence en termes de modélisation et qui va jouer un rôle tout au long de ce diagramme. Donc, la ligne de vie, si vous voulez, quand par exemple, supposons ici, vous avez un objet C1. C'est une ligne de vie que vous voyez là. C1 participe au traitement de ce diagramme à partir de là jusque là. Donc, il interagit avec les autres éléments du diagramme de séquence. Donc, il est en ligne de vie. Donc, ici, vous avez des lignes de vie. D'accord? Tous les éléments qui rentrent en traitement, donc on les modélise en haut et on leur trace une ligne en pointillé. Et toutes les fois où ils sont actifs, donc il faut mettre en grisé ou bien il faut le assurer. Donc, par exemple, C2, tester, etc. Une fois que la condition est vraie, il va devenir actif à ce niveau. Donc, on exécute OP1 à partir de là. C'est-à-dire que là, C2, c'est lui qui va faire l'appel à OP1. L'appel, il va appeler donc l'objet C3. Donc, ça sera C3.OP1 si tu veux. Donc, ça veut dire qu'il rentre dans le traitement. Il est en active. Ensuite, lorsque C3 va terminer son traitement, il va lui envoyer, il puisse par exemple faire un autre traitement. L'autre traitement, c'est quoi? Donc, il va sauter ça, il ne va pas une devise. Ce sont les éléments qui vont participer
au traitement dans un diagramme de séquence. Est-ce que tu m'as compris? C'est comme des objets, madame. Par exemple, ici, ça peut être des objets comme ça peut être des acteurs. Donc, par exemple, ici, l'objet C5. L'objet C5, il a une ligne de vie. Mais regarde quand est-ce qu'il va devenir actif. Quand est-ce qu'il va rentrer réellement en interaction. C'est à ce niveau. Lorsqu'il va recevoir l'appel de la méthode OP2. D'accord? Donc, lorsqu'il va recevoir cet appel-là, c'est là où C5, l'objet C5, va devenir actif. Donc, il a une ligne de vie. Donc, finalement, lorsque vous comptabilisez les éléments qui sont en ligne de vie, vous avez C1, C2, C3, C4, tardivement C4, et puis enfin C5. Donc, ces lignes de vie, donc chacun interagit avec les autres éléments à un moment donné de ce diagramme de séquence. D'accord? Donc, je ne sais pas si tu m'as compris. Est-ce que c'est bien compris? Oui, madame, merci. Voilà, donc ici, nous avons dit qu'il y a un premier fragment combiné qui modélise le if avec le else. Donc, la partie if, elle est modélisée du côté au-dessus du trait séparateur de pointillés. Et la partie else, c'est au-dessous. Cette partie else, en plus, on doit rajouter ce mot else entre crochets pour bien séparer les deux parties. Maintenant, lorsque, par exemple, exécuter la partie if et que la condition soit satisfaite, donc bien sûr, il ne va pas exécuter la partie else, puisque ça, c'est un fragment combiné if avec else. Donc, c'est le fragment alt. Il y a un autre type de fragment, c'est celui de modéliser un traitement en boucle. Donc, vous avez, par exemple, un fragment combiné loop et vous avez 10. Ça veut dire ici, il modélise une boucle for i allant de 1 jusqu'à 10. Donc, ce n'est pas 10, donc il continue à faire ce traitement-là. Donc, l'appel d'une opération 2, la réception de la réponse de l'opération 2, ensuite l'appel de l'opération 3 et la réponse de l'opération 3 qui va réceptionner à ce niveau. Maintenant, là où vous avez dit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, vous schématisez, par exemple, des petits rectangles assurés ou bien avec une couleur. Ça, c'est la partie où l'objet, il est en action. Il fait quelque chose dans le système. Ici, la séquence d'action, elle détermine, si vous voulez, la période d'activation, si vous voulez. Donc, la période d'activité, c'est à la réception des messages. Donc, la réception des messages provoque une période d'activité. Donc, par exemple, ici, j'ai envoyé un message. Et puis, à la réception de ce message-là, par exemple, pour l'élément 2, il y a une période d'activité qui va se déclencher. Donc, cette période d'activité, elle est tout à fait justifiée parce que dès la réception d'un message, supposons le message, c'est un appel de méthode ou bien de fonction, donc il faut que l'élément qui a réceptionné ce message, il faut qu'il interagisse à ce message. Donc, en faisant un traitement, par exemple, en déclenchant un traitement. Ce traitement provoque une période d'activité. Donc, c'est la période durant laquelle un objet effectue une action. Donc, si vous voulez, l'état de l'objet, il devient actif. Et bien sûr, ici, d'après le schéma global du diagramme de séquence, vous voyez bien, par exemple, qu'un objet peut devenir actif plusieurs fois. Par exemple, si vous voyez l'élément C2, donc il est actif au départ lors de l'appel de l'opération OP. Ensuite, il n'est pas actif du tout, il ne fait rien du tout, jusqu'au moment où il va envoyer un appel OP1. Ensuite, il devient inactif, juste au moment où il exécute le else. Si jamais il exécute le else, il devient actif parce qu'il va créer un objet.
Ensuite, il ne devient pas actif. Ensuite, il devient actif pour une période assez longue et peut être actif plusieurs fois le long des diagrammes de séquence. Et plus la période, plus si vous voulez, vous schématisez cette zone d'activation, plus elle est grande, plus l'élément il est actif. C'est-à-dire que là, c'est proportionnel à la durée d'activité de l'élément. Donc, essayons de voir maintenant quelles sont les catégories de messages qu'un objet ou bien. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple entre deux lignes de vie, de l'objet A et l'objet B. Maintenant, ici, deux lignes de vie. Donc, l'objet A va envoyer un message, donc synchrone. Regardez comment on modélise le synchrone. Donc, c'est un trait plein avec une flèche pleine, si vous voulez, une direction d'une flèche pleine. Et ici, vous avez la réponse, c'est un trait pointillé et une flèche qui est ouverte. Donc, cette modélisation de la flèche ouverte avec des pointillés, c'est la réponse au message qui a été envoyé auparavant. Le message, il est synchrone à ce niveau, et ça, c'est la réponse au message synchrone. Message synchrone veut dire quoi? Veut dire lorsque, par exemple, l'objet A envoie un message synchrone, il reste bloqué, il ne fait rien du tout tant qu'il n'a pas reçu de réponse de l'objet B. Une fois qu'il reçoit la réponse, il réagit au traitement de cette réponse pour continuer son traitement par la suite. Vous avez une autre catégorie de messages, c'est le message asynchrone. Donc, vous voyez bien, le message asynchrone, c'est toujours une ligne pleine, mais simplement, la flèche, elle est ouverte, elle n'est pas pleine, d'accord? Donc, le message asynchrone veut dire quoi? Lorsque l'objet A envoie un message à l'objet B, s'il l'envoie de façon asynchrone, ça veut dire qu'il laisse le traitement, le B faire le traitement, et lui, il ne sera pas bloqué pour autant. Il continue à faire lui-même son propre traitement. Ça veut dire qu'il n'est pas bloqué, le A. Avec le message asynchrone, le A envoie le B, il prend cette réponse en considération. C'est comme s'il a reçu une interruption, il va interrompre ce qu'il faisait et il traite la réponse. D'accord? Donc, ici, vous avez une séquence d'action, donc c'est la période d'activation. Voilà. Donc, celui-là, le S2, c'est un message aussi asynchrone. Et lorsque vous rencontrez pour une séquence d'activation, ou bien une séquence d'action, lorsque vous rencontrez ce symbole, ça veut dire à partir de ce moment-là, l'objet B ne fait rien du tout par la suite. Donc, il ne fait aucun traitement, donc il ne participe pas. Donc, sa ligne de vie, elle est terminée. Vous avez aussi un autre type, si vous voulez, de message, c'est la création d'un objet. Donc, créer partenaire de communication. Donc, ici, la création d'un objet, c'est l'envoi de messages, des pointillés avec la flèche ouverte. Donc, ici, on décrit plus en détail. Donc, le message synchrone, l'émetteur est bloqué pendant le traitement du message par le récepteur. Par exemple, typiquement, c'est l'appel de méthode. Si un objet A invoque une méthode d'un objet B, A reste bloqué tant que B n'a pas terminé. Donc, le message synchrone, voici son symbole. Le message asynchrone, c'est un message non bloquant. Ça veut dire que c'est le message à tout moment ou ignoré. Voilà. Le message de retour, on peut associer au message d'appel de méthode un message de retour en pointillé marquant la reprise du contrôle de l'objet émetteur du message synchrone. Donc, c'est si vous voulez, la réponse à un message synchrone. Donc ici, ils vous disent les messages synchrones correspondent à des opérations dans le diagramme de classe. Par exemple, ici, vous avez les objets. Donc, ici, un objet A, B, C. Et ces objets-là, qu'est-ce qui constituent, par exemple, des classes? Donc, nous avons la classe A, la classe B, la classe C.
Donc, supposons que nous avons instancié un objet de la classe A, petit a, et un objet petit b de la classe B, et un objet petit c de la classe C. Donc, supposons ici, nous avons la classe A dans le diagramme de classe, la classe A, la classe B, la classe C. Dans la classe B, j'ai opération 1 et opération 0. Et dans la classe C, j'ai opération 2 et opération 3. Opération 1, 0 jusqu'à 3, ce sont les méthodes. Je pouvais très bien dire méthode 1, méthode 0, etc. Donc ici, lorsque vous, dans le diagramme de classe, lorsque il y a ce lien, ça veut dire A peut interpeller les méthodes OPA et une interaction. Donc, elle va à méthode OPA avec un paramètre, par exemple, supposons un paramètre P, et maintenant B peut interpeller OP2 et OP3. C'est ce qu'il fait ici. Il interpelle OP2 et OP3. Donc, ça veut dire ici, les messages synchrones correspondent à l'appel des méthodes d'un diagramme de classe. Envoyer un message, attendre le retour pour poursuivre ces traitements. Donc, l'envoi synchrone, ça modélise l'appel de méthode. Parce que l'appel de méthode, c'est quoi? Vous appelez la méthode et vous attendez la réponse pour pouvoir traiter ce qui vous a été délivré comme résultat. Donc, ici, le récepteur des messages synchrones rend la main à l'émetteur du message, on lui envoie un message de retour. Donc, par exemple, ici, vous avez un objet panier, et vous avez une classe ou bien un objet panier, vous avez un article, et puis entre les deux, donc l'objet panier, il appelle une méthode de article qui est getPrix. Donc, tel que le prix qui va être retourné est de type réel, float. Donc ici, dans l'objet article, il getPrix. Donc ici, il demande le prix de l'article. Ici, il lui rend la réponse du prix de cet article. Voilà. Donc ici, on peut avoir un autre type de message qui est la création et la destruction d'objets. Create and destroy. Donc, un message peut entraîner la création et la destruction d'objets. Donc, la création d'un objet matérialisé par une flèche. Donc ici, la création, elle est faite comme un message synchrone. Simplement, on rajoute ce stéréotype, create, pour dire c'est un message synchrone, mais de création d'un nouvel objet. Et son nouvel objet, il est créé sous forme d'un carré, et c'est là où il va commencer sa ligne de vie, parce que ce nouvel objet, il va participer par la suite dans les traitements. Une fois que cet objet, j'en ai plus besoin dans le diagramme de classe, de séquence, pardon, il ne va plus rien me servir, il ne va plus rien faire, donc je vais le détruire par un message destroy. Donc destroy, et je mets fin à cet objet, donc c'est la fin de ça, c'est sa ligne de vie. Je peux avoir un autre type de message qui est celui de message trouvé et message perdu. Donc, je peux avoir un message trouvé, donc je le schématise par un point comme ça, rempli avec l'envoi d'un message, c'est comme c'est asynchrone, donc message trouvé, et je peux avoir à modéliser un message perdu comme ça. Donc, message trouvé, par exemple, dans quel cas on peut trouver cette modélisation de message trouvé? Un use case, une méthode, si vous voulez, ou plutôt pas une méthode, mais plutôt un use case. Et supposons que dans le logiciel, vous avez, pour ce use case, fait une interface, un menu. Donc, à travers ce menu, il y a un bouton pour dire, par exemple, afficher, par exemple, liste étudiant. Je clique sur le bouton pour aller afficher la liste des étudiants. Le clic sur ce bouton va faire quoi? Il va rendre invisible le menu courant. Il va afficher le nouveau menu qui contient la liste des étudiants.
Donc, l'affichage du menu liste des étudiants, c'est un nouveau diagramme de séquence qui va se dérouler. Donc, ce diagramme de séquence, il va commencer avec quoi? Avec un message trouvé. Lequel? C'était le clic du bouton de l'ancien menu. Donc, ça veut dire dans ce nouveau menu, on a trouvé un nouveau message c'était le clic de l'ancien menu. D'accord? Donc, nouveau message. Par exemple, message perdu, par exemple, ça se modélise très bien, par exemple, lorsqu'on va modéliser, par exemple, les interactions dans un réseau. J'envoie des paquets, donc un émetteur A va envoyer des paquets de données à un récepteur B. Ensuite, ici, parmi ces paquets, il y a des paquets qui sont perdus. Donc, ça sera un message perdu. J'ai envoyé, mais le récepteur n'a rien reçu. Donc, ça sera des messages perdus. On va voir à travers un exemple, vous allez comprendre mieux ces Madame, vous pouvez répéter le message perdu. concepts. Par exemple, vous avez, je suis en train de modéliser, par exemple, un gestionnaire de base de données. Et comment? C'est un message qui est envoyé, mais qui n'est jamais réceptionné par le récepteur. J'envoie un message, mais jamais il a été réceptionné par le récepteur. Donc, c'est un message perdu. Exemple, regardez, je suis en train de modéliser le traitement dans une base de données. Vous avez un gestionnaire de base de données et ce gestionnaire, il va exécuter une requête et pour une requête, vous avez une instruction. D'accord? Il va déclencher une instruction. Donc, ce gestionnaire, il rentre en ligne de vie, c'est parce qu'il a trouvé une requête à la base. Donc, ça veut dire qu'il y a au départ quelqu'un qui a envoyé une requête et cette requête, elle sera prise maintenant par le gestionnaire. D'accord? Donc, la requête à la base, c'est un message trouvé par le gestionnaire. Donc, c'est un message trouvé. Une fois qu'il a trouvé, il va créer une requête, donc un objet requête, donc create. Ensuite, il va créer un objet instruction. Ensuite, une fois cet objet instruction rentre en jeu, donc ça veut dire qu'il va exécuter cette requête, cette instruction. Donc, il va exécuter, voilà, il va retourner le résultat. Ensuite, l'objet requête, il va extraire l'information recherchée. Ensuite, c'est tout. Voilà. Donc, le fait de traitement. Donc, ici, il va fermer parce qu'il n'en a plus besoin. Maintenant, ici, il retourne le résultat final. Donc, ici, la fin de vie de l'instruction. Il va retourner le résultat. Ici, requête à la base, ça veut dire, s'il n'y avait pas un message trouvé requête à la base, le gestionnaire ici ne serait jamais rentré en jeu pour déclencher un traitement quelconque. Donc ici, vous avez aussi la possibilité de modéliser des messages réflexifs. Ça veut dire un message que l'objet envoie à lui-même. Donc, envoie à lui-même, c'est pour modéliser l'appel récursif d'un traitement. Par exemple, supposons un objet exécute une méthode ou bien une opération, et cette opération, elle a plusieurs, si vous voulez, plusieurs itérations. Et puis, cet objet, il va appeler lui-même pour exécuter les différentes itérations de l'opération. Donc, ce sera un message réflexif. Donc, ce message réflexif, pour modéliser la récursivité, donc un message, on peut le renvoyer vers le même objet comme ça, de façon réflexive, ou bien on peut le modéliser comme ça, donc on renvoie réflexif. Donc, ça veut dire ici, vous avez une zone d'activation et à l'intérieur, à chaque fois, il y a une nouvelle zone d'activation qui sera déclenchée, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'appel. On peut représenter, lorsqu'on envoie un message d'un objet A vers l'objet B, par exemple ici l'élément 1 vers l'élément 2, on peut représenter le message et la durée de transmission de ce message. Par exemple, 0 en seconde, ou bien ça sera 0 à 11 fois. Donc, on peut mettre un délai de transmission en termes temporels ou bien en termes d'itération. Par exemple, ici, vous avez un diagramme
pour modéliser, par exemple, une commande. Donc, dans une commande, vous avez un tableau qui décrit toutes les lignes de commande, c'est ce qu'on appelle la description des lignes de commande. Et dans une ligne de commande, vous avez les produits et vous avez un objet client, un client. Donc, une commande, elle est déclenchée parce qu'elle a trouvé un message. C'est celui de calculer prix. Calculer prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de venir dans ce diagramme de séquence, il y a eu quelque chose qui se faisait auparavant, et puis on a cliqué sur quelque chose, par exemple sur un bouton, calculer prix. Calculer prix, il a déclenché ce diagramme de séquence. Ce diagramme de séquence, quand il va se déclencher, c'est parce qu'il a il a trouvé un appel. C'est celui de calculer prix. Donc, calculer prix, c'était un message trouvé pour lui. De l'avoir reçu, il déclenche la suite. Donc, c'est un message trouvé. Donc, la ligne de vie de commande va se déclencher. Donc, ici, pour calculer les prix, on va lire, on va demander la quantité. Donc, cette quantité, il va nous donner ici la quantité. Donc, ici, attendez, la quantité, get quantité et le produit. Donc, get produit. Donc, il faut qu'on sache quel est le produit et quelle est sa quantité. On va recevoir un produit. Ensuite, ici, on va envoyer un message get détail tarification, donc pour lire les détails de tarification du produit. Donc, le produit ici, c'est lui qui sera déclenché. Ensuite, ici, calculer prix de base. Donc, le prix de base, il va se calculer au niveau de la commande. Calculer la remise, il va se calculer au niveau de la commande. Et ici, vous avez get information remise qui va être envoyée au niveau du client. Ce message, si vous voulez, cet exemple, il vous paraît pas très, très clair, mais sachez une chose, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est pas ça, c'est pas le contenu qui peut déclencher un certain nombre de traitements après l'avoir reçu, comment il peut déclencher un certain nombre de traitements par la suite. Les types de fragments combinés qu'on peut utiliser, c'est-à-dire les types d'instructions. Donc, vous avez opt, c'est le if sans le else, hein, le if, le loop pour modéliser la boucle, le alt, c'est un if avec else, le break pour arrêter ou bien suspendre le traitement d'un diagramme d'un objet, donc d'un traitement. Vous avez, par exemple, critique, utilisez sous forme d'un carré comme ça, il faut donner son nom. Et ici, la condition d'exécution de ce fragment. Par exemple, pour le opt, le if. Donc, par exemple, opt, vous mettez opt et la condition. Donc, si la condition, elle est vérifiée, j'exécute cette action. D'accord? Donc, c'est un if. Le alt, ce sont le if avec le else. Donc, la partie alt, donc ici, la condition, la partie if, c'est celle-là. Et la partie else, c'est l'action B, le alt. Pour un exemple, donc l'exemple d'un diagramme de séquence, séquence diagramme, retrait d'argent. Donc ici, le client, qu'est-ce qu'il fait? Choix type de retrait, euro ou dollar. Donc, il va envoyer un message synchrone. Donc, le distributeur, il va lui, si vous voulez, donc ici, il fait rentrer le choix, que ce soit en euro ou en dollar. Le distributeur, il va tester. Donc, si cette variable euro ou dollar est égale euro, donc il va afficher en français. Donc, il va afficher écran en français. Sinon, il va afficher écran en anglais. Donc, ici, c'est le pointillé séparateur entre le if et le else. Donc, la répétition, nous avons deux possibilités de modéliser la répétition. Ou bien on modélise le while, ou bien on modélise le for. Si on modélise le while, ça sera loop et on met la condition. Tant que la condition est vraie, on exécute les actions. Ou bien le for, le cas 10, on exécute les actions. Par exemple, ici, vous avez un loop.
genre while. Donc, vous avez deux lignes de vie, le joueur et la machine à sous. Donc, on va refaire ce traitement-là tant qu'on n'a pas gagné. Loop, pas gagné. Tant qu'on n'a pas gagné, on va insérer une pièce dans la machine à sous. Si gagné, s'il nous répond gagné, donc ça sera la fin. Donc ici, on va sortir de la boucle. Donc ici, gagné, on va sortir. Sinon, donc la machine à sous pour nous donner deux réponses. Ou bien, si c'est gagné, il va donner gagné. Si c'est perdu, il va gagner. Donc on va sortir de la boucle. La condition en brique met fin à un fragment englobant. Par exemple, ici, j'ai deux interactions entre A et B. Je mets un break sous condition. Donc, lorsque la condition est vraie, donc je vais exécuter le break, donc exécuter cet ensemble d'actions. Le fragment ref, donc c'est l'appel d'un autre diagramme de séquence. Ref sous fonction. Donc, sachant que la sous-fonction, elle est là, c'est un autre diagramme. Donc, je lui fais appel à travers le ref. Donc, cette manière de faire me permet de structurer mon diagramme de séquence. Donc, si mon diagramme de séquence est trop compliqué, je peux le structurer sous forme de sous-diagramme. Et à chaque fois, je leur fais appel ces sous-diagrammes à travers le ref. Vous avez aussi un fragment combiné très utilisé qui est le parallèle. C'est de pouvoir exécuter des actions en parallèle. Par exemple, vous avez un fragment parallèle ici et vous avez A et B. Ça veut dire A et B seront exécutés toutes les deux en parallèle. Vous avez le fragment négation, neg. Donc ici, négation, donc conducteur il va démarrer le train. Donc négation, le passager, donc ouvrir porte. Ça veut dire ici, ouvrir porte, le passager, une fois exécuté, ouvrir porte, parce que cette action, elle sera annulée. Donc, elle est dans la zone négation. Donc, ouvrir porte, puisqu'elle est dans cette zone de négation, ça veut dire que cette ouvrir porte sera annulée. Pourquoi? Parce que le train a démarré, a déjà démarré, donc il n'y a aucun passager qui peut ouvrir la porte. Donc, vous avez un exemple de halt et négation. Le bibliothécaire va rechercher un adhérent, et puis nous avons plutôt c'est opt et négation. Donc, ici, vous avez un opt. Adhérent, si adhérent non trouvé, donc on va exécuter négation, cette zone de négation. Donc ici, négation. Donc, on va vérifier si l'adhérent peut emprunter, rechercher une œuvre, vérifier s'il y a un exemplaire disponible pour cette œuvre, décrémenter le nombre d'exemplaires de la bibliothèque, attribuer l'exemplaire à l'adhérent. Toutes ces actions, elles seront annulées. Ça veut dire, si je n'ai pas trouvé l'adhérent, la bibliothécaire ne peut pas exécuter ces actions. Si elle veut les faire, elles seront annulées. Donc, elles vont rentrer dans cette zone de négation. Parce que je n'ai pas trouvé l'adhérent. Donc, ce n'est pas la peine de faire emprunter, si disponible, etc. Du fait que je n'ai pas trouvé, donc tout l'emprunt est annulé. Donc, toutes les actions qui se font dans ce sens-là, dans le sens de l'emprunt, seront annulées. Donc, elles vont rentrer dans cette zone de négation. Vous avez d'autres types de fragments qui sont accept, ignore et consider. Donc, focalisation sur une partie de messages envoyés par certains messages sont importants d'autres moi. Donc ici, le conducteur, donc ici, démarrer train, ignorer, tester moteur, considérer, fermer et démarrer. Donc ici, je peux exécuter un certain nombre d'actions selon le cas. Ou bien c'est un asset, donc je vais exécuter fermer et démarrer. Donc ici, fermer porte avant de démarrer, d'accord? Donc je vais m'assurer que fermer porte a été faite, parce que c'est un asset.
Ensuite, j'exécute démarrer le moteur. Un autre exemple, c'est celui de considérer une contrainte sur la ligne de vie. Par exemple, ici, vous avez pilote et avion. Démarrer moteur. Donc ici, ASERT, opérateur d'assertion qui rend indispensable l'envoi de messages vérifier essence, voir ça c'est un fragment indispensable à réaliser. C'est celui de vérifier l'essence de contrainte. Il faut que l'essence soit supérieure à 0 pour pouvoir exécuter la suite qui est celle de décoller. Donc j'ai démarré le moteur, mais je suis obligé de vérifier impérativement à travers cet assert, donc indispensable à vérifier avant de décoller. Impérativement, on est obligé de vérifier l'essence. Et en plus, il faut que l'état de l'essence soit supérieur à 0. Donc, j'ai mis une contrainte. Donc, si c'est le cas, donc je décolle l'avion. L'avion va être décollé. Donc ici, on peut utiliser un séquencement strict ou bien un séquencement faible. Donc, ça veut dire exécuter des actions en séquence, que ce soit strict ou bien faible. Par exemple, ici, vous avez strict. Ça veut dire ici, vous devez exécuter ce fragment-là, donc contrôler checklist, et ensuite, procédure de décollage. Donc, c'est un séquencement strict. Vous devez passer par le premier, ensuite le deuxième. Des fois, ça peut être un weak sequencing. Ça veut dire l'ordre n'est pas important. Je peux commencer par le deuxième, ensuite le premier. C'est pas très imposé. Et vous avez un diagramme de séquence peut modéliser un cas d'utilisation. C'est ce qu'on a raconté lorsqu'on a décrit le diagramme dit qu'il était possible. Par exemple, ici, vous avez un et inclut payer. Les inclusions et les extensions sont des cas typiques d'utilisation de la réutilisation par référencement. Donc ici, vous avez un cas d'utilisation responsable de vente, changer prix à article. Et donc ici, vous avez le diagramme de séquence correspondant à ça. Donc vous avez responsable de vente, c'est une ligne de vie. Bon, ici, ils ont modélisé la page admin ou bien la page d'accueil des articles. Et vous avez ici l'article. Donc ici, vous avez changé. Donc responsable, c'est lui qui demande changer prix article. Donc ici, ce changement, voilà, donc on va envoyer cette information à une page ou bien un menu là où on a présenté tous les articles. Et puis là, à travers ce menu-là, on va mettre à jour justement le prix d'un article, qui est l'article A. Voilà. Donc, vous avez aussi ce diagramme de séquence. Je peux lui trouver son équivalent en termes de diagramme de classe. Donc, ici, parce que vous avez changé prix et set prix, mettre à jour le prix. Donc, ici, vous avez dans l'article, vous avez set prix comme étant une méthode de cette classe article. Bien sûr, ici, puisqu'il y a le set prix, il y a sûrement le get prix pour faire la lecture aussi. Voilà, donc sur ce, donc je clôture ce cours-là. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Ignore et Oui? consider, c'est quoi? Ignore et consider. Je crois qu'on l'a passé quelque part. Ignore. Ah oui, oui, on a décrit ici ignore et consider. Regardez, donc lorsqu'on met assert, ça veut dire obligatoire, ce fragment, il est indispensable à faire. Donc ça veut dire indispensable à réaliser. Ignore, donc supposons il y a un certain nombre d'actions
que vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Oui, madame. J'ai perdu la connexion. J'espère que ça va se rétablir maintenant. S'il vous plaît, parce qu'il y a une question qui m'a été posée. Elle m'a dit, l'étudiant, qu'est-ce que c'est ignore et considère? Donc, ignore et considère, par exemple, supposons j'ai un fragment là où j'ai ignore. J'aurais dû ramener un exemple là où il y a ignore. Donc, si j'ai un fragment, par exemple, supposons au lieu de assert, j'ai ignore. Ignore fermé. Ça veut dire lorsque je vais exécuter cette partie, puisqu'il y a ignore, ça veut dire fermé ne sera jamais exécuté. Je vais ignorer cette action. Assert, par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je mets considère fermer et démarrer, ça veut dire les deux, je vais les considérer pour l'exécution. Maintenant, je ne sais pas avec ce considère dans quel ordre je dois exécuter ça. Mais si je rajoute assert pour fermer, ça veut dire avant d'exécuter démarrer, il est indispensable d'exécuter fermer. Donc, la fermer devient une action indispensable parce qu'il y a le mot assert. Donc ici, vous avez, c'est le diagramme de séquence démarrer train. Donc ici, dans ce démarrer train, on va ignorer tester moteur. Donc j'aurais dû représenter ignore tester moteur. Pourquoi? Parce qu'on suppose que par exemple que le train, c'est le démarrage du train. Donc on va ignorer le test de moteur. Et on va considérer les actions fermées et démarrer. Donc les deux, elles seront prises en considération, elles ne seront pas ignorées. Et en plus, on va imposer l'aspect indispensable sur l'action fermée, donc avec assert. Donc assert, c'est le fragment le plus fort par rapport à consider, et consider, bien sûr, il est plus fort par rapport à ignore. Ignore, ça veut dire ignorer les actions, ne pas exécuter. Considère, ça veut considérer toutes les actions, sans exception, sans définir dans quel ordre. Et assert, c'est pour imposer l'aspect indispensable sur l'exécution d'un ou plusieurs actions avant d'exécuter la suite. Est-ce que vous m'avez compris, s'il vous plaît? Le garçon qui m'a posé la question, est-ce que c'est bon? Ah, il fallait que je partage l'écran. Est-ce que le garçon qui m'a posé la question, s'il vous plaît? Partagez. Rappelez-moi de partager l'écran et de faire le nécessaire. Parce que là, C'est quand clair, madame. j'explique, j'oublie des choses. Normalement, il va partager. J'espère que, bon. Je voulais te montrer juste l'écran. Est-ce que tu arrives à voir PowerPoint? Est-ce que tu vois ma diapo? Non. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bon. L'essentiel, donc, assert, c'est pour imposer qu'une action doit être exécutée. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. La PowerPoint, est-ce que vous la voyez? Non. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, vous la voyez ou vous la voyez pas. Donc, vous avez la diapo numéro 28, assert, ignore et consider. Assert, par exemple, c'est pour un. Vous la voyez pas? Donc, je vais arrêter. Ah oui, il ne me donne pas la connexion est bidon. Je ne sais pas comment faire pour arrêter. Il ne me donne pas la main pour partager. Il ne me donne pas la main. Attends, le host. Je vais sélectionner host. D'accord, non. You are presenting screen.
Voilà, donc je vais partager the entire window. Donc, partager. Maintenant, est-ce que vous arrivez à voir la diapo? S'il vous plaît. La connexion est bizarre. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir la diapositive? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que Non, vous êtes madame. toujours là? Oui. Est-ce que vous arrivez à voir la diapo? Non, madame. Non, Non, madame, non. je suis vraiment Non, désolée parce que madame. là, quand je clique Non. sur partager, il le désactive. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais je suis vraiment désolée, j'arrive pas à partager parce que quand bon, comment faire pour minimize, maximize? Voilà. Madame, là, on partage. Ah, théoriquement, il va. Oui, madame, هذا Non. هو بين partage. Ah, donc on partager. Là, on partage. Vous la diapo, vous la voyez? Vous voyez la diapo? مازال Voilà, donc madame. la question qui a été posée, c'est par rapport à ignore et considère et asserte. Donc, nous avons deux actions. Fermer, ou bien deux méthodes, fermer et démarrer. Hadouma, les deux actions, c'est considère. Donc, on peut mettre considère, fermer et démarrer. Ça veut dire les deux actions seront considérées lors du traitement. On va ignorer aucune d'entre elles. On va exécuter fermer et on va exécuter démarrer. Maintenant, on ne sait pas dans quel ordre. Parce qu'on a dit considère, fermer et démarrer. Considère, fermer et démarrer. Mais on va ignorer un traitement. Donc ici, j'aurais dû le représenter. Mais il faut imaginer que vous avez un fragment combiné ignoré, testé moteur. Donc ici, le testé moteur, c'est un traitement qui sera ignoré. D'accord? Mais on va considérer fermer et démarrer. Donc imaginez qu'ici, vous avez un fragment. Par exemple, imaginez ici, vous avez un fragment, donc ici, forme, un fragment auparavant, par exemple ici, vous avez un fragment à ce niveau, voilà, et donc je vais ajouter du texte, donc ici, ignore quoi? Donc tester moteur. Tester moteur, voilà. Donc supposons ici vous avez donc aucun remplissage. Le caractère, je vais le mettre en noir. Comme ça, vous allez voir mieux. Voilà. Bien pour moi. Donc, supposons j'ai un fragment ignore auparavant. J'avais ignore. Ignore tester moteur. Donc, ça veut dire cette méthode, je vais l'ignorer. Je ne vais pas l'exécuter parce qu'il y a le fragment ignore. D'accord? Ensuite, j'ai le fragment considère. Donc, j'ai le fragment considère. J'aurais dû vous. Bon, je vais le travailler pour vous. Voilà, pen. Voilà, donc je vais ramener. Comme ça. Je vais le replacer ici.
Pardon. Voilà. Supposons auparavant, j'avais ignore. Ensuite, j'ai un autre fragment, consider, qui est celui-là. Ce fragment, il va englober les deux. Il va englober les deux. Simplement, celui-là, je vais préférer mettre comme ça, CTRL V, voilà. Je vais mettre ici, consider. Consider. Pardon. Bon, au moins ça. Voilà. Donc, au départ, j'ai un fragment ignore, testamentaire. Ça veut dire cette action, je ne vais pas l'exécuter, je vais l'ignorer. Ensuite, j'ai un fragment consider. Ce fragment consider, il englobe tout ça. Ça veut dire considère les deux actions fermer et démarrer. Ça veut dire les fermer et démarrer, je vais les considérer lors de l'exécution. Mais en plus, pour fermer, je l'ai encore englobé par assert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette action fermée et c'est indispensable de l'exécuter avant de faire démarrer. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, assert, c'est plus fort que considère et considère, c'est plus fort que ignore. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez au moins? Oui, Est-ce que madame, vous êtes toujours là, s'il c'est vous plaît? Est-ce clair. que vous avez compris? Oui, madame. Répondez, s'il vous plaît. Voilà, Oui, madame, donc c'est clair. sur ce, je suis obligée de clôturer le cours pour qu'on puisse faire au moins 2 exercices du diagramme de classe. D'accord? Bien sûr, le cours, celui-là, je vais vous l'envoyer, bien sûr. Voilà, donc restez sur ce lien pour faire le TD, d'accord? Restez sur ce lien pour ne pas aller vers l'autre lien. On va faire le TD, on va faire au moins 2 exercices. Donc, je vais voir le fichier Word, là où j'ai mis les exercices. TD numéro 6, je crois. TD numéro 6. Est-ce que c'est celui-là ou l'autre? Je ne sais pas. Attends, je vais ouvrir en moi. Voilà, donc c'est le diagramme de classe. Vous avez un premier exercice. Donc, on vous dit de modéliser par des classes, par un petit diagramme de classe, les questions 1 à, je crois, à 6. À 6, voilà. Voilà, à 6. Donc, la toute première, regardez, attendez, avant de commencer. Donc, le TD numéro